Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous tous pour parler de ces questions de reporting. Je voudrais simplement vous dire en deux mots que je suis effectivement chargée donc au ministère des Affaires étrangères de promouvoir dans les pays étrangers qui sont des partenaires de la France le type de mesures que la France a souhaité mettre en œuvre pour encourager les entreprises françaises à, dans leurs activités, adopter des politiques qui soient des politiques durables, à la fois sur le plan social, environnemental et bien entendu de gouvernance. Ce sont des débats, vous le savez sans doute, que l'on trouve maintenant au niveau international dans divers types d'institutions, à la fois au niveau mondial, dans un certain nombre d'agences dépendantes de l'ONU, mais aussi à des niveaux régionaux en ce qui concerne la France. Il y a beaucoup de débats sur ces sujets au niveau de l'Union européenne et les règles qui prévalent dans l'ensemble de l'espace européen font partie quand même des règles les plus exigeantes sur la planète en ce qui concerne ces questions. Ce sont aussi des sujets qu'on évoque dans le cadre de l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe qu'on appelle l'OCDE, qui travaille depuis les années 70 sur la conduite responsable des entreprises. Et dans d'autres instances, je ne vais pas toutes les lister. Et je voulais aussi vous dire donc en deux mots que la France a adopté dès le début des années 2000 une politique très volontaire en matière de reporting, puisque on estime que le moyen de faire avancer les choses de manière concrète sur le terrain, c'est de demander aux acteurs d'expliciter, de rendre compte des mesures qu'ils ont jugées les plus adéquates dans leur secteur d'intervention, puisque c'est différent pour chaque entreprise, c'est différent en fonction de l'activité, c'est différent en fonction de la zone géographique dans laquelle il intervient, c'est différent en fonction de ses fournisseurs, ses courants d'affaires. Et donc, on estime qu'en demandant à chaque acteur économique de rendre compte publiquement de ce qu'il fait, c'est le meilleur moyen pour que les choses bougent sur le terrain. Donc cette politique a été appliquée en France depuis le début des années 2000 par différents textes réglementaires. Si vous souhaitez plus de détails, je vous engage à aller sur le site du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle diplomatie.gouv.fr, où il y a une rubrique relative à la RSE. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais juste pour rappeler que les derniers textes qui ont été pris en France, c'était en juillet 2017, lorsque la France a transposé une directive de l'Union européenne, qu'on appelle la directive 2014-95 Union européenne, qui renforce encore et qui précise ses exigences en termes de reporting. Voilà, je vais immédiatement, après ces quelques mots, passer la parole à notre première intervenante, puisque nous avons ce matin deux interventions prévues. Une intervention plus générale qui va vous dresser le tableau, le cadre global dans lequel se développe le reporting. Et ça, c'est un cadre qui intéresse l'ensemble des acteurs économiques sur la planète. Et puis ensuite, nous passerons à un exemple concret d'une entreprise française, en l'occurrence le groupe TF1. Donc le tableau général, le paysage en matière de reporting va vous être présenté par Dolores Larocque, qui a occupé pendant plus de 30 ans des postes d'encadrement dans la société Sodexo et qui a eu une carrière très à l'international et qui pendant 8 ans a été directrice en responsabilité sociétale à la direction groupe du développement durable, où elle a contribué au progrès de Sodexo, qui est un leader en responsabilité sociétale dans son secteur d'activité. Elle a intégré notamment le reporting extra-financier, la communication et la question de l'implication des parties prenantes, ainsi que les relations avec les experts en ESG, donc les critères économiques, sociaux, et environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle a fondé en 2013 Materiality Reporting, qui est un cabinet dont la mission est d'aider les organisations dans leur démarche
de lancement ou de refonte de leur stratégie RSE et leur reporting extra-financier. Materiality Reporting est l'unique GRI Data Partner pour la France. Elle a été diplômée à l'origine de l'école de management de Lyon et elle est également évaluatrice certifiée en responsabilité sociétale sur la base de la norme ISO 26000 par l'AFNOR et membre du comité national de labellisation du label Lucie. Dolores, je vais donc vous donner la parole pour votre présentation. Merci Geneviève, donc je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, mon propos est de vous présenter, je dirais, le reporting, évidemment rapidement, je pense qu'on peut passer celle-ci. Juste peut-être un point d'information complémentaire. Effectivement, nous travaillons en France auprès de groupes engagés en RSE et aussi de sociétés qui développent leur démarche, mais aussi en Afrique. Donc ma carrière était à l'international, notamment en ce moment avec des références au Maroc et en Afrique subsaharienne dont je vous parlerai au niveau du reporting. Donc, alors, le reporting, ce que je voudrais rapidement vous proposer de voir, c'est le processus, les cadres réglementaires référentiels et normes sans s'apesantir, mais pour que vous compreniez les contraintes qui peuvent exister et aussi les opportunités de faire du bon reporting, les bénéfices et finalement un petit focus sur l'Afrique. Voilà, c'est là. Alors tout d'abord, depuis 40 ans, je dirais en 75, on a commencé à faire de premières statistiques et elles ont évolué. Il se trouve que la valeur des entreprises s'est modifiée et qu'au départ, en 75, la valeur était surtout financière, évaluée sur des éléments très tangibles et que depuis cette époque, donc en 40 ans, c'est inversé, on va dire, finalement, la valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, on peut dire qu'autour de 87%, la valeur est immatérielle, basée sur des éléments, on va dire, intangibles, tels que, par exemple, la réputation, l'image, le capital humain et autres, je dirais, dimensions du capital immatériel. Donc, évidemment, ceci se voit maintenant dans le reporting et a conduit finalement les entreprises avec une prise de croissance, de conscience, je veux dire croissante, à prendre effectivement des mesures et à choisir un autre système de croissance. Le reporting aide effectivement à montrer que les entreprises, notamment, et les organisations, sont en train, nous l'espérons, de changer de logiciel pour l'humanité pour aller vers un système beaucoup plus viable pour nos générations futures. Alors, le reporting, selon l'ISO 26000, c'est finalement l'accessibilité des informations qui sont relatives aux décisions et aux activités ayant une incidence sur la société, l'économie et l'environnement, avec la volonté d'en assurer une communication claire, exacte, opportune, honnête et complète. Alors comment effectivement, finalement, se développe le reporting dans ce cadre-là? C'est que effectivement, il y a, je dirais, une méthodologie. Là, vous la voyez, je ne vais pas m'appesantir sur cette méthodologie, mais sachez qu'il y a quand même 4 points de vigilance. C'est pour ça qu'un reporting n'est pas, je dirais, uniquement une communication qui n'aurait pas d'objectif, mais elle répond vraiment à des objectifs. Elle permet donc, cette méthodologie, de structurer efficacement le reporting de manière pertinente. C'est-à-dire qu'effectivement, le reporting doit s'inscrire dans ce qu'on appelle une logique de matérialité, c'est-à-dire qu'en fait, on va répondre précisément aux attentes des parties prenantes qui ont évidemment des préoccupations, et le reporting est censé apporter des réponses à ces questionnements de parties prenantes. Évidemment, le reporting va mettre en avant les leviers de performance extra-financière. Il va répondre aussi à des obligations réglementaires. En France, elles sont, je dirais, de plus en plus précises et on va dire contraignantes.
pour les entreprises, mais elles ont le mérite effectivement de rendre transparents aussi les engagements des entreprises. Il y a aussi à côté du réglementaire un cadre normatif, ce qu'on appelle la soft law, de plus en plus, on va dire, pressant. Et tout cela, le reporting, sert aussi à faciliter les audits et les vérifications par des parties tierces, les évaluateurs, les analystes, les investisseurs qui de plus en plus s'intéressent au reporting. Donc on a effectivement un processus de construction du reporting que vous pouvez voir et que de toute façon vous pourrez lire plus attentivement en détail dans la présentation qui vous sera transmise. Alors, les tendances aujourd'hui du reporting, elles s'affirment autour de 9, on va dire, thématiques. C'est que, comme je vous le disais, il est de plus en plus normalisé. Et étant normalisé, il devient de plus en plus comparable. C'est-à-dire que les investisseurs et autres parties prenantes expertes vont vouloir comprendre au sein d'un même secteur si la performance extra-financière est mesurable, comparable, et finalement où sont les leaders sur ces questions-là. Ensuite, évidemment, il est transparent et redevable, c'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas, je dirais, un catalogue de bonnes pratiques qui ne mettrait pas en avant aussi les difficultés que peut avoir l'entreprise ou l'organisation, et on est redevable en tant qu'organisation, on est redevable auprès de la société, je dirais, des progrès qu'on apporte, puisqu'on a des impacts qui soient positifs et négatifs. Donc le reporting est de plus en plus pertinent, donc il répond aux enjeux et aux impacts que peuvent avoir les organisations. Évidemment, il va aussi mesurer les risques et les opportunités. Il est de plus en plus sectoriel, donc il s'organise par branche, avec des référentiels par branche sectoriels qui se développent, je dirais, déjà sur un plan international, mais aussi sur un plan régional ou dans les pays. Il est de plus en plus intégré stratégique, c'est-à-dire que la performance extra-financière va rejoindre la performance financière pour finalement présenter une performance globale et ainsi mesurer effectivement si cette performance globale sert la stratégie de l'entreprise. Alors évidemment, avec je dirais, l'effondrement de nos systèmes naturels et en même temps, je dirais, le réchauffement climatique, le reporting doit être aussi climato-engagé et doit donc montrer l'engagement des organisations pour évidemment contribuer à la réduction des émissions de CO2, notamment après l'accord de Paris. Le reporting est aussi éthique et humaniste. Il doit supporter activement la Déclaration universelle des droits de l'homme, le respect des droits humains, et aussi, effectivement, l'homme a une place importante dans, je dirais, l'engagement des entreprises. Il est créateur de valeur, alors évidemment, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais les objectifs de développement durable des Nations Unies apportent aussi, je dirais, une demande en termes de création de valeur globale pour la société en général. Et on observe qu'il est de plus en plus digital, puisque le moyen, la transition numérique, permet aussi, on va dire, au reporting de s'exprimer de manière plus efficace et plus pertinente. Alors, le reporting est sous la pression des régulateurs, des évaluateurs, du marché aussi. Les clients, évidemment, évaluent au travers de plateformes, évaluent aussi la performance des entreprises. Et puis la société civile, de moins en moins silencieuse, on le voit, de plus en plus active aussi sur les réseaux sociaux, dans la rue, et elle demande aussi des réponses. Et voilà, le reporting peut être aussi une manière de les apporter. Alors, on a un accroissement des dispositifs réglementaires sur un plan international. Geneviève vous a cité effectivement le dispositif européen et transposé dans la loi française, mais on assiste effectivement à un accroissement des dispositifs internationaux, en sachant que à 65%, ils sont obligatoires et quelquefois, ils sont d'approche volontaire, mais souvent, c'est une transition avant de devenir finalement un cadre imposé qui permet effectivement aux organisations de suivre des cadres et de répondre d'une manière homogène. Alors, la démarche structurante en RSE,
a effectivement, enfin ça c'est un peu, je dirais, mon appréciation, hein, donc cette démarche, je veux dire, c'est selon mon observation des années de pratique de RSE et de reporting, c'est que les entreprises évidemment déjà s'engagent, donc il y a un niveau adhésion, engagement qui passe par le déploiement, hein, et là il y a des cadres pour le déploiement. Ensuite, pour le reporting, et bien évidemment, là aussi, il y a des cadres. Alors, je vous cite GRI, mais également SASB, qui est plus utilisé en Amérique du Nord, le reporting intégré qui commence à s'installer, et aussi d'autres cadres. Hein, on a notamment le cadre de la TCFD pour le climat. Donc, on a, je dirais, des référentiels qui sont proposés et qui représentent donc des lignes directrices, hein, pour pouvoir apporter un reporting de qualité, hein, et d'avoir des contenus qui ont du sens. Alors ensuite, le reporting, on l'a dit, peut passer par des phases évaluation, hein, ce qu'on va appeler le rating, et ensuite par des phases de classement d'entreprise au travers des initiatives de ranking. Et tout ça, évidemment, s'appuie sur un socle, le socle des Nations Unies en ce qui concerne, par exemple, le pacte mondial, qui maintenant se décline en objectifs de développement durable. Alors, GRI est le cadre le plus utilisé au monde. 65% des entreprises utilisent GRI. Alors, l'utilisent, je veux dire, s'en inspire, ou l'utilisent vraiment en appliquant les normes, je dirais, dans, effectivement, les règles de l'art. Ça dépend un peu, je dirais, de l'entreprise, de son engagement. Mais au niveau des plus grandes entreprises mondiales, évidemment, on a un taux plus élevé. Alors après, l'appropriation de GRI est plus ou moins variable selon, on va dire, les régions. En Afrique, par exemple, ça démarre, hein, il y a des pays qui commencent, effectivement, le Maroc, hein, est un pays qui de plus en plus s'inspire de GRI pour apporter justement des rapports qui puissent être, je dirais, compréhensibles par des experts, par des personnes qui sont moins expertes, mais avec un cadre, on va dire, un petit peu homogène de compréhension. Expliquez GRI. Alors GRI, c'est une, oui, juste peut-être je devrais vous donner cette explication. GRI, c'est une ONG, hein, donc une organisation indépendante, qui depuis 1999 publie des lignes directrices pour le reporting. Donc vous voyez là la croissance des rapports qui sont publiés dans la base mondiale de GRI. Il faut savoir que effectivement depuis 2015, les lignes directrices ont évolué en normes. Vous savez qu'il y a une norme, par exemple ISO, qui est la norme du développement durable, ISO 26000. Donc maintenant, il y a aussi une norme de reporting en termes de RSE, c'est vraiment les normes GRI. Donc les normes GRI, évidemment, ont été établies par un organisme de normalisation, hein, qui n'est pas GRI, mais qui est le GSSB, et qui, avec l'appui d'experts et d'entreprises, ont réalisé, donc ont je dirais, validé ces normes GRI. D'accord, c'est GSSB. GSSB, c'est le cadre international, c'est l'organisme de normalisation de GRI. Alors là, vous les voyez, hein, rapidement, sans entrer dans les détails. Il faut savoir que c'est très structurant pour une entreprise qui démarre dans le reporting. Ça permet d'avoir un cadre, parce que sinon, on va avoir souvent les rapports, les premiers rapports sont des catalogues de bonnes pratiques, il faut le dire, hein. Mais en même temps, l'entreprise se rend vite compte que ce n'est pas suffisant pour vraiment avoir donné une ambition à sa stratégie. Donc c'est pour ça que, en adoptant un cadre structurant, on va avoir des informations, on va dire, très précises, et ça va donner une aide pratique à l'entreprise pour finalement orienter et publier un reporting qui aura du sens. Il faut savoir aussi que les agences de notation s'appuient sur GRI et donnent des indications quand elles ont justement des attentes sur des sujets. Elles donnent souvent un point de référence qui est GRI. Donc adopter GRI, c'est aussi faciliter l'évaluation qu'on pourra avoir de son reporting par la suite. Alors, vous avez des bonnes raisons de mettre en place un reporting performant. Bon, première raison, évidemment, c'est le suivi réglementaire, hein. Il faut se conformer à la loi, donc c'est vraiment important. Ensuite,
le reporting va permettre d'anticiper les risques et de pouvoir gérer les risques, de les apprécier et surtout, je dirais, quand on apprécie un risque et qu'on vraiment l'a identifié, on va mettre en place un plan d'action forcément pour le réduire et en même temps, un risque, il faut savoir qu'un risque peut devenir une opportunité. C'est-à-dire qu'un risque peut aussi être l'occasion de penser à la façon de revoir ses services et de proposer des opportunités commerciales sur la base effectivement de l'anticipation et de la réduction du risque. Ensuite, il y a une question d'image et de réputation pour l'entreprise. Le reporting en fait partie. Il concourt à de la communication positive sur ce que fait l'entreprise. Ça permet aussi de redéfinir les ambitions de l'entreprise. C'est un facteur d'attraction à la fois des collaborateurs. De plus en plus, les collaborateurs sont en recherche de sens. Grâce au reporting, ils vont comprendre ce que fait l'entreprise. Ça permet de fidéliser des clients, des consommateurs. C'est évidemment aussi une réponse à la transparence. C'est un attrait des investisseurs. De plus en plus, je vois des entreprises qui font du reporting parce que leurs investisseurs leur demandent de publier des informations et ils veulent une vraie lisibilité. Ça aide aussi à l'efficacité opérationnelle des entreprises puisqu'on va revoir le modèle d'entreprise. Ça crée un levier de différenciation et puis ça permet l'acceptabilité sociale, ce qui est important aujourd'hui. Donc l'Afrique, pour faire un point sur une région, l'Afrique est sur la voie du reporting RSE. Surtout l'Afrique du Sud, puisqu'évidemment il y a un cadre réglementaire, notamment qui exige, on va dire pour les sociétés qui sont cotées, un reporting intégré. Mais en Afrique, on voit donc que des cadres législatifs se mettent en place en concernant des recommandations, des lois. On a de plus en plus des discussions, par exemple par les autorités de marché financiers qui vont réfléchir à la façon de mettre en place un guide pour les sociétés cotées. Donc on voit qu'effectivement la RSE est intéressante, je dirais, aujourd'hui pour un peu transformer, pour aider à la transformation des économies, pour aider aussi effectivement à mettre en place notamment le cadre des ODD. Donc le reporting évidemment sera un moyen de rendre transparent ses engagements et ses actions. Et puis ensuite, effectivement, pour vous citer quelques exemples et terminer là ma présentation, moi je vous citerai, parce que j'ai l'occasion d'intervenir en Afrique, donc notamment j'accompagne le groupe Orabank, qui est un groupe financier très engagé en RSE, présent dans 12 pays et qui a un reporting que vous pouvez trouver en ligne. Vous tapez reporting intégré Orabank, vous arrivez directement sur la plateforme digitale et là vous verrez comment, je dirais, le reporting d'une entreprise qui est engagée pour contribuer au développement de l'Afrique. Sinon, je vous citerai d'autres exemples, par exemple en Côte d'Ivoire, avec la fruitière ou la compagnie d'électricité. Enfin, on a des entreprises qui publient du reporting, qui sont évidemment en démarche de progrès continu. Et puis, vous avez aussi le reporting de l'IDEC, qui est la société de fourniture de services publics au Maroc, et qui a aussi publié un reporting là, GRI. Donc, Orabank et l'IDEC, ce sont des reportings GRI. Voilà, donc ce sont quelques exemples, il y en a d'autres, mais effectivement, le reporting, je dirais, s'inspire de toute façon des grands cadres internationaux pour proposer effectivement une lecture et une compréhension, lisibilité pour toutes les parties prenantes des engagements et surtout des actions menées par ces organisations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Dolores pour ce panorama tout à fait exhaustif. Alors, entre-temps, un certain nombre de questions sont apparues sur l'écran. En particulier, on nous a demandé assez tôt si le Social License to Operate était lié à des mécanismes de normes ou de certification. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes familière? Alors,
Moi, c'est ce que je rapproche, je dirais, de l'acceptabilité sociale en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, entre guillemets, ne peut pas faire du business si elle n'est pas acceptée sur son territoire, si elle n'est pas impliquée avec les acteurs locaux. Donc ça fait partie de toute façon de la palette, entre guillemets, des enjeux qu'on va passer au crible au moment de présenter, par exemple, une matrice de matérialité d'une entreprise. Toute entreprise, selon son secteur d'activité, aura des enjeux liés au territoire, aura des enjeux liés aux parties prenantes, sociétés civiles, partenaires locaux, influenceurs sociétaux. Et je dirais, bien sûr que c'est complètement intégré, hein, dans, on va dire, la façon d'aborder le sujet. Alors après, est-ce que ça donne droit à certification, labellisation? En tout cas, ce sont des critères qui sont présents partout, dans toutes les grilles d'évaluation aujourd'hui. Il n'y a aucune grille d'évaluation du reporting qui ne prendrait pas en compte cet aspect-là. Merci. Alors, on nous demande également si la déclaration de performance extra-financière doit être indépendante ou figurer dans le rapport intégré. Alors, l'ADPEF, alors bon, je peux vous en parler un petit peu parce qu'effectivement, en même temps, je suis évaluatrice technique du COFRAC, enfin nouvellement qualifiée, mais en tout cas, ça m'a permis effectivement déjà de voir comment ça peut se produire. Alors, l'ADPEF, effectivement, bon, maintenant est exigée de certaines entreprises selon certains seuils, mais il faut savoir que cette DPEF aujourd'hui, elle demande aux entreprises de préciser leur modèle d'affaires, hein, la façon dont ils contribuent à créer de la valeur. Elle leur demande aussi d'apporter une réponse à l'identification des risques et, entre guillemets, l'évaluation des risques, d'expliquer les politiques qui sont mises en place pour réduire ces risques et aussi les résultats, la performance, les KPI qui sont liés à ça. Alors, il y a des entreprises qui vont intégrer la DPEF, on va dire, dans le reporting intégré, mais sous forme, on va dire, d'une table de concordance DPEF et qui vont indiquer après à quel endroit aller chercher l'information. La DPEF, ce n'est pas forcément un livrable, c'est une façon, effectivement, de présenter les informations, répondre à la loi et de pouvoir mettre des liens avec ce que fait l'entreprise. Donc, je veux dire, certains ont intitulé des chapitres de leur document de référence des PEF, mais d'autres le font autrement. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve les réponses et que, entre guillemets, le régulateur ait une réponse, on va dire, et une accessibilité aux informations. Hein. D'accord. Alors, merci. On a deux questions relatives à la part des PME. Puisqu'on nous demande quelle est leur part dans les statistiques citées, et on nous demande un peu, de manière plus générale, jusqu'où va l'engagement des PME en termes de reporting. Alors, bon, c'est vrai que c'est souvent, évidemment, les entreprises de plus de 500 collaborateurs qui vont publier, parce qu'il y a, entre guillemets, une obligation. Mais il se trouve que les PME, de plus en plus, ils voient une réelle opportunité finalement de se différencier sur leur marché et de toute façon, elles ont de plus en plus des réponses à donner à leurs donneurs d'ordre, que ce soit par des plateformes comme Ecovadis, Smeta, enfin du CEDEX, etc. Elles doivent apporter de toute façon des réponses. Alors, évidemment, il n'y a pas autant de PME qui vont faire du reporting, mais de plus en plus, elles sont sollicitées selon les pressions que je vous ai indiquées au départ, que ce soit des pressions, on va dire, un peu de marché, des pressions parce que les apporteurs de capitaux veulent une visibilité sur les informations, mais les PME, elles sont de plus en plus, de toute façon, sollicitées pour produire du reporting, même s'il n'est pas obligatoire. Et elles ont, je dirais, tout intérêt à le faire. Alors, on va continuer parce qu'il y a encore 3-4 questions. En deux mots, la GRI est-elle certifiable? Alors non, la GRI n'est pas une certification, mais vous pouvez très bien, et moi par exemple je réalise, des audits de conformité entre guillemets à la GRI. C'est-à-dire qu'on va mesurer si le reporting est de qualité sur ses contenus, sur sa structuration. Mais la seule chose que vous pouvez demander à GRI, après, c'est un logo marque, c'est-à-dire que si votre reporting correspond aux attentes de GRI, vous pouvez demander à GRI un logo
et vous aurez un logo Ça permet de l'afficher. qui permet de l'afficher. Mais moi, je ne vous conseille pas d'aller directement voir GRI sans avoir fait le travail quand même de compréhension si votre reporting est correct. Parce que sinon, vous allez, entre guillemets, essuyer peut-être un échec, et donc du coup, vous devrez revoir votre copie. Donc, je vous considère d'y aller progressivement, et de toute façon, s'appuyer sur GRI, c'est structurant pour, de toute façon, votre reporting. Alors, on nous interroge aussi, je regroupe un petit peu sur le reporting au Sénégal, le reporting anticorruption. Quels sont les éléments dominants dans les rapports de reporting RSE? Voilà. Bon, alors, effectivement, il y a une obligation pour certaines entreprises en France de répondre à la loi Sapin 2 avec notamment ces questions de corruption aussi. Donc, forcément, là, l'exigence, elle est assez haute pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement parler de corruption, il faut expliquer effectivement les moyens qui sont mis en place, les indicateurs de performance, les actions correctives, etc. Donc, c'est très engageant. Alors, pour le Sénégal précisément, je ne pourrais pas donner... Non, mais le reporting au Sénégal en général, voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments. Moi, je n'ai pas trop d'éléments, mais bon, je veux dire, c'est des informations qu'on peut obtenir via, parce que bon, on travaille quand même avec des réseaux, mais effectivement, je n'ai pas connaissance d'une obligation en termes de reporting, ou alors elle est récente. Voilà, donc oui, après il peut y avoir effectivement du reporting volontaire. Après, il y a sûrement, alors si vous voulez, par contre, je peux vous donner une information, c'est que si vous allez sur la base mondiale de GRI, qui s'appelle GRI Disclosure Database, c'est classé par pays. Oui, vous pouvez faire une recherche sur Sénégal et vous verrez s'il y a effectivement des rapports publiés par certaines entreprises. Voilà. Alors les éléments dominants dans les rapports de reporting RSE, il y a des choses qui se détachent. Il y a des choses qui se détachent. Alors ça, c'est très lié à la matrice de matérialité avec tous les enjeux pertinents de l'entreprise. Mais on va dire que d'une manière transversale, la gouvernance exemplaire de l'entreprise, donc l'éthique et la lutte contre la corruption, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans toutes les matrices de matérialité. Alors évidemment, après, il y a aussi un autre enjeu important pour toute entreprise, c'est, on va dire, le développement de son capital humain, bien sûr. C'est la satisfaction, l'engagement de ses collaborateurs. Et puis après, on a, selon les secteurs d'entreprise, on va avoir par exemple, l'innovation, aujourd'hui, est un point important pour toutes les sociétés qui ont un lien direct avec le digital et les technologies. Mais évidemment, le climat, selon les entreprises, aura plus ou moins d'importance, mais il sera quand même présent partout. Puis je pense que, après, Catherine Puiseux de TF1 vous parlera précisément de ce qui peut toucher les médias, mais c'est clair qu'il y a quand même des sujets qui sont un peu transversaux. Et alors, globalement, nos auditeurs ont quand même l'impression d'un foisonnement des normes, une difficulté à choisir, mais ça c'est une question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre. Et on reviendra peut-être là-dessus en conclusion, à moins que juste un point rapide, voilà, un point rapide sur les normes, parce que c'est vrai, souvent on me dit oui, il y a vraiment une abondance de normes, on ne sait pas laquelle choisir, puis c'est pareil, on doit répondre à beaucoup de questionnaires, etc. C'est pour ça que quand même j'insiste un peu sur le schéma que je vous ai montré de démarche structurante. C'est-à-dire, il y a des normes, ok, mais elles n'ont pas toutes la même finalité. Vous avez des normes qui servent à un certain niveau de maturité de l'entreprise parce qu'elle doit être déployée. Bon. Ensuite, l'ISO 26000 est typiquement le cas. C'est une entreprise qui démarre, elle a besoin de l'ISO 26000. Après, quand on utilise GRI, c'est qu'on a un petit peu évolué, je dirais, sur déjà sa démarche et qu'on a des éléments pour répondre. Après, selon les régions, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et puis après, il y a d'autres normes. Mais vraiment, ça va répondre, il y a un choix à faire selon la taille de l'entreprise, selon la maturité de sa démarche RSE, selon son secteur et selon aussi les attentes de ses parties prenantes. Donc ce n'est pas la peine, je dirais, d'embrasser toutes les normes, mais il y a quand même un choix stratégique à prendre. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette discussion avec Catherine Puiseux qui dirige aujourd'hui la politique de responsabilité sociétale du groupe TF1.